Je l'ai pas reçue en interview depuis l'année dernière et sa sortie de Secret Story 10. Aujourd'hui, elle revient dans un programme qui s'appelle Zéro Complexe pour nous parler de ses chirurgies. Mais je vais pas m'en rester là, vous pouvez compter sur moi. Alors c'est vrai que tu as été très discrète, Maëva, depuis l'année dernière. Bon, très discrète, il y a eu des petites polémiques entre-temps, malgré toi. Ouais, hein, c'est ça, effectivement. j'ai envie de te dire. Mais tu as été très discrète, tu n'as pas cherché forcément, tu sais, à faire à tout prix d'autres télé. On va te retrouver dans la Villa des Cœurs Brisés prochainement. Oui. Mais pour l'instant, on se voit dans le cadre de Zéro Complexe. C'est un programme de télé-réalité auquel tu as participé et tu as subi 2 interventions chirurgicales. Voilà. C'est ça, tu peux m'en parler, me dire ce que tu as fait? Oui, alors du coup, j'ai refait ma poitrine parce que je l'avais déjà fait une première fois à 19 ans. Et j'ai fait une petite liposuction du bas du ventre, le dessous de mon nombril, la petite brioche qui est là quand on mange un petit peu trop. Ah oui, non mais je vois de quoi tu parles. C'est-à-dire là où il y a tout qui se stocke. Voilà, l'espèce de graisse incrustée qui reste là. Bah, le truc que même quand tu fais du sport, tu as du mal à le perdre. Exactement. Mais alors, tu viens de dire, j'avais déjà fait ma poitrine. Ah, t'avais déjà fait ta poitrine quand? Alors, je l'avais fait à l'âge de 19 ans. J'avais fait une petite poitrine parce que j'avais fait l'une des prothèses les plus petites. Moi et mon chirurgien, nous nous étions mis d'accord quant au fait que ça allait, enfin trop, j'en avais pas du tout. Hein. C'est pour ça que je l'ai refait. Mais quand très tu complexé. dis j'avais pas du tout de poitrine, Rien. c'est-à-dire genre des œufs au plat? C'est sur ma rien que je mette des soutiens-gorge. Ah oui, d'accord. Je me forçais à en mettre quand même. Hein. Ouais, mais t'étais le genre qui Histoire mettait des d'avoir- chaussettes adolescentes Non. Ah si, chaussettes, coton, tout y passait. Donc c'était un vrai complexe. Ouais, non, c'était un vrai complexe, ouais. Non, mais ma croissance s'est arrêtée à 14 ans, hein, je veux dire, j'avais pas bougé, quoi. Et donc à 19 ans, tu décides de refaire ta poitrine. T'as fait quel bonnet? À 90 B. Oh, bah, c'est correct. Le minimum, juste histoire d'en avoir, d'avoir un minimum, histoire d'être contente, de me sentir un petit peu plus femme. C'est difficile hein, pour une femme de ne pas du tout en avoir. Ouais. Alors, j'ai toujours eu le popotin, mais pas Ouais. Ah, donc tu voulais forcément que ce soit harmonieux. harmonieux, voilà, un petit peu plus, histoire de me sentir mieux dans ma peau. C'était un vrai complexe. Ouais. Ouais, j'y pensais depuis que j'avais 15 ans. Et t'étais satisfaite de cette première poitrine, de ce Très. 90B? J'ai été très satisfaite, j'ai été très contente. C'est vrai qu'après, mon corps a changé. Ouais. J'ai pris du poids, enfin, on n'a pas le même corps à 19 ans qu'à 25. Ah bah non, ça c'est sûr. Je suis devenue plus femme, hein, j'avais plus de forme, etc. Et c'est vrai que c'était un peu moins proportionnel. Et en fait, j'ai une prothèse, alors qui est un peu... c'est vrai que dernièrement, ça fait 1 an en fait qu'elle était un peu... que c'était légèrement résorbée. D'accord, mais Donc, résorbée, c'est-à-dire qu'elle devient plus petite. Elle devient... Ah ouais, en fait, non, je sais pas, il y avait un espèce de creux qui s'est formé. Donc, selon mes D'accord. positions, ça faisait un creux dans ma... Donc ça t'avait changé la forme d'un dessin. Pas toujours, mais à des moments, ça faisait ça, oui. Ah ouais, c'est étrange, mais Alors- tu t'es pas inquiétée? T'as fait une radio? Non, oui, j'ai fait une radio. Non, c'était juste une question de prothèse, rien de grave. Hein, D'accord. mais du coup, je trouvais pas ça esthétique. Ouais. Je me suis fait la remarque de ouais, ces derniers mois, elle a changé. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. C'est des choses qui doivent arriver. Donc, effectivement, quand on m'a parlé de cette émission et que je me disais, ça fait un moment que je me disais, il faut absolument que je refasse ma poitrine. Ah, donc tu l'envisageais déjà? Ah oui, je l'envisageais déjà. Je voulais commencer déjà à prendre rendez-vous, etc. Ça tombait bien. Et je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas refaire. Et puis, du coup, une taille au-dessus pour être du coup plus proportionnelle au jour d'aujourd'hui. Donc là, tu as quel bonnet là aujourd'hui? Je n'ai aucune idée. Mais t'as fait quoi? T'as plus qu'un 90B forcément. Ouais, j'ai un peu plus. Je pense que je dois avoir un 90 BC, c'est Ouais. Ah, t'as pas exagéré. Non, alors j'ai jamais été fan des grosses poitrines refaites. D'accord. Bien que je suis sûre que ça va à certaines femmes, Oui, bah je oui. pense que ça peut vite tomber dans le vulgaire. Et je suis pas fanat de... Donc pour toi, ce qui était important, c'était de conserver un naturel. Voilà. Ok. Et ouais, non, pas plus. C'est très bien comme ça. Je sais que les gens ne le remarquent pas forcément, du coup. On m'a fait la réflexion sur des photos. Bon, elle a fait quoi? On ne dirait pas qu'elle a refait. Oui, mais moi, je le vois. Moi, je me vois Ouais, tous les mais matins dans le est-ce miroir. que Je le c'est- fais pour moi. Est-ce que c'est pas à ça justement qu'on voit que ça a été réussi? Justement quand on le voit pas. Non, je sais pas. C'est juste qu'en fait, bah, ça prouve bien que je le fais pas pour les gens, pour le regard des gens. C'est vraiment ce que moi, comment je me vois. Tous les matins, je me regarde dans le miroir. Je me sens mieux avec... D'accord. c'est bête, mais une taille en plus, ouais. Et quand donc l'émission Zéro Complexe t'a contacté pour te dire voilà, on te propose de faire de la chirurgie à nos frais et effacer quelque part tes complexes, forcément c'est l'occasion qui fait le larron, mais t'as pas une appréhension de te dire sous l'œil de caméra pour faire quelque chose d'aussi intime, tu n'as pas appréhendé? Si, j'ai appréhendé parce que je me dis, c'est vrai que les gens jugent très vite.
que la chirurgie esthétique, il faut pas il faut pas la banaliser, bien qu'aujourd'hui on en fait de plus en plus, etc. et que ça fait de plus en plus partie des mœurs, etc. Il faut pas banaliser. Et en même temps, je trouve que c'est bien en tant que femme, bon, en tant qu'homme aussi, mais surtout nous les femmes, parce qu'on a tendance un peu à chipoter, mais c'est bien aussi de parler de ses complexes. Je suis un être humain, je suis comme tout le monde, je suis comme toutes les femmes, j'ai des complexes. Alors, c'est pas parce que je fais de la photo ou que je peux paraître parfois à l'aise que je le suis réellement. Je suis... Donc, non, je pense que des femmes peuvent se reconnaître et c'est bien de pouvoir en parler. Et de toute façon, on en parle souvent entre copines et du coup, je me suis dit, bon, de toute façon, c'est moi, ça m'appartient, c'est mes complexes, ça fait partie de moi, j'ai pas à avoir honte, j'en parle. Donc la caméra t'a pas gênée? Non, au final, non. Parce que je sais qu'il y a certaines personnalités qui ont participé au programme qui étaient très gênées par le côté justement caméra et de se faire filmer pendant une opération. Oui, c'est intime, après ça reste un peu subtil, mais bon, après tout, je fais de la télé-réalité, on rentre dans notre intimité. Quand on va... Prenons l'exemple de Secret Story, mais voilà, on est dans notre intimité en permanence, même aux toilettes, il y a des micros. Aux toilettes, il y a des micros? Ouais, les toilettes, il y a des micros. Mais je veux dire pas là, quand on se découvre, quand on flirte avec quelqu'un, quand on tombe amoureuse, quand on a un clash avec quelqu'un, quand on se réveille, au coucher, on rentre dans notre intimité, on se douche, on voit les pieds, le haut du corps, on voit qu'on est en train de prendre la douche. Donc c'est vrai qu'on a tendance un petit peu à... Ouais, on est habitué un peu quand même de rentrer dans notre intimité. On est capable de montrer ça, on est aussi capable de montrer nos côtés un peu plus sombres, nos côtés... Et le ventre, c'est un complexe? Parce que je sais que tu avais pris du poids pendant Secret Story. Ouais, j'avais pris du poids. Une dizaine de kilos. Une dizaine de kilos que j'ai reperdu après. Ouais. Mais ça fait quoi? Ça fait... T'étais restée combien de temps? Je crois que t'étais restée 7 semaines. 7 semaines. Alors en fait, j'ai pris une dizaine de kilos et déjà rien qu'en sortant, j'ai perdu à peu près 3 kilos. Mais je pense que je fais énormément de rétention d'eau. Ouais, parce que t'as beaucoup maigri. Hein. Oui, mais d'un seul coup, en une semaine déjà, j'avais perdu au moins 3 kilos. C'était de la rétention d'eau, on ne bouge pas. Oui, donc t'as pas fait de régime en fait. T'as pas cherché forcément. Si, t'as fait un régime. Si, j'ai fait un régime, je me suis remis au sport. Moi, j'adore, j'ai toujours fait du sport, j'ai toujours fait de la danse. Alors, il me faut une activité physique, bien que... Autant pour mon mental, autant pour mon physique. Pour le physique, ouais. Et donc là, c'était quoi? C'était un petit bourrelet disgracieux, un petit surplus? Oui, voilà. En fait, c'est quelque chose que même avec le sport, vous savez, la graisse incrustée, ça reste les poignées d'amour et le ventre, c'est un petit peu difficile à enlever. C'est un petit peu comme la culotte de cheval ou voilà, on a certains endroits du corps qui sont difficiles. C'est-à-dire que pour un shooting, je vais faire un régime une semaine pour avoir vraiment le ventre que je veux. Tu vas sécher? Je vais sécher, je vais manger que des légumes et du poisson dans la semaine. Et là, je vais avoir le corps que je veux. Mais à un moment donné, oui, j'adore manger bien, mais j'adore aussi les restos, j'adore les apéros. Voilà, j'adore me faire... Je ne suis pas quelqu'un qui va me priver. Voilà, et c'est vrai que c'est le petit truc que j'arrive pas à perdre, qui était un petit peu incrusté, et je me suis dit, bon, allez. Mais est-ce que ça fait mal, la liposuction, là, au niveau de l'abdomen, au niveau du ventre? Alors moi, je suis une dure à la douleur, ouais. Donc je vais te dire non. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça fait un peu plus mal, mais la poitrine et le ventre, non, j'ai pas... Mais on t'a enlevé quoi au niveau du ventre? T'avais pas grand-chose? Non, on m'a enlevé l'équivalent, alors je vais parler crûment, quand on se fait l'image, mais l'équivalent d'un steak. Ah bah oui, moi là je visualise. 400 grammes, c'est pas énorme. Un petit steak. Non, c'est pas énorme, mais c'est vraiment le petit bidou que j'arrivais pas à enlever même avec le sport. Et donc là maintenant, tu apprécies quand tu mets tes jeans, quand tu mets des crop tops, t'as plus le truc de t'as plus ça quoi. Non, j'adore, c'est génial. Voilà. Et est-ce que tu projettes de faire autre chose? Est-ce que t'as d'autres complexes? J'ai d'autres complexes, notamment mon nez. Le nez? Ouais. Pourquoi que je dis là ton nez? Non, je suis très très complexée par mon nez parce que c'est un petit peu épais à ce niveau-là. J'ai une petite bosse, j'ai 2 petites bosses. Et voilà, selon le profil, j'ai un nez qui fait un peu crochu, l'autre un peu trompette. Fais voir, je peux? Ok, bah ouais, là ça... c'est le mauvais. Là, pour toi, c'est le mauvais celui-là. Et l'autre, fais voir. Ou c'est peut-être celui-là l'inverse. Et c'est celui-là, ouais, c'est de ce côté qu'il y a légèrement une petite bosse. Ouais. Et ça te gêne? Ouais. Ouais, ça me complexe. Ouais. Autant quand on quand on se regarde comme ça, on le voit pas forcément, et maquillé, ça va, etc. Mais autant sur des photos, et j'adore la photo. Ouais. À chaque fois, moi, je dis au photographe, tu retouches mon nez, tu sors pas cette photo. C'est pas. Et pourquoi t'en as pas profité pour le faire là-bas? Non, j'avoue, je me suis dit 3 opérations d'un coup, c'est trop. Beaucoup. Et en plus de ça, je crois que j'ai besoin de temps encore, parce que c'est le visage. Ouais.
c'est le visage, c'est important. J'ai besoin de temps, de prendre mon temps, d'être sûre, de voir. Bon, déjà, j'ai ma famille qui n'est pas du tout pour. Ah, Mais non, mais tu vas faire trop. Mais non, c'est le visage, tu vas te dénaturer, patati patata. Ouais, c'est vrai. Mais je veux pas tout changer, je veux juste corriger. Mais bon, déjà, il faut que moi, je l'assimile moi-même et que je me fasse à l'idée. Et je pense qu'il faut que je... Ouais, non, faut que je voie quelques chirurgiens et que je fasse des simulations. pour le coup, le nez de Fanny Salva qui a participé aussi au programme. Parfait. Mais tu sais que quand je l'ai J'ai croisé, été très rassurée. Ah Je ouais. me dis, bon, si jamais je dois le faire là-bas, je suis très rassurée. Il est vraiment... Ils ont juste corrigé sa bosse. et ça lui change tout. Ça change tout. Et elle est... mais il est vraiment parfait. Ah ouais. Parfait, mais parfait, parfait. je ne l'ai pas reconnu Ouais. quand je l'ai croisé. C'est hallucinant comment le nez, ça peut tout changer. Voilà. En même temps, comme tu dis, c'est au milieu du visage. Mm. Et d'où ça vient tout ça? Est-ce que ce sont des complexes que tu gardes depuis l'enfance? Parce que souvent, on dit que quand on est petit, on emmagasine des choses et ça a Ouais. tendance à ressortir quand on devient adulte. Ouais, bah, tout à fait. Oui, pour la poitrine, ouais, c'est depuis toute jeune que j'ai ce complexe-là. Ouais. Ouais, depuis toute jeune, ouais, depuis l'adolescence. Hein. Au moment où tu t'es dit, zut, ma poitrine ne pousse plus trop. Ouais, mais même plus jeune que ça, hein, je me dis. Hein. C'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours... je crois que même à 13-14 ans, je me le disais, quoi. T'étais déjà un peu complexée Ouais. à 13-14 ans? Et je voyais ma mère qui était tellement belle, elle était tellement parfaite, elle était un mannequin. Et c'est vrai que je voulais lui ressembler. T'étais quel genre de gamine? T'as eu quel genre d'enfance? J'ai pas eu une enfance très facile. J'étais assez solitaire en primaire. Après, au collège, j'étais très aimée. J'avais mon groupe de copines, mais j'étais quelqu'un d'assez... un petit peu toujours à l'écart. Ouais. Voilà, j'avais pas la même maturité. J'étais un peu pensive, dans la lune. Pour quelle raison? Ça vient jamais par hasard. Hein. Non, c'est vrai, ça vient jamais par hasard. Je pense que je vivais des choses un petit peu difficiles, pas comme mes copines, de par la vie avec ma mère, l'abandon de mon père, qui a été... Il y a eu plein de choses qui ont fait plein de conséquences derrière. T'as des frères et des sœurs? J'ai un grand frère Ouais. et un petit frère. Donc on a 3 pères différents. Ah, vous avez 3 pères différents. Ouais, on a 3 pères différents. Donc moi j'ai grandi avec donc mon grand frère Ouais. en partie Et ta maman? et ma maman. Donc ma mère, elle a toujours eu un petit peu le rôle Du père et de la mère. du père et de la mère. Ça n'a pas été facile. Elle-même a vécu beaucoup de choses. Elle pouvait pas subvenir tout le temps. Comment dire? Que je dise pas de bêtises, elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour nous, mais c'était très difficile. En plus, on a eu un accident de moto petite, quand j'étais jeune. Avec ta maman? Voilà, à Pâques, un soir Ouais. de Pâques, c'est pour ça que je fête pas Pâques d'ailleurs. T'avais quel âge? Je sais plus. Je sais plus quel âge j'avais et on a eu un accident de moto, en fait, on nous a roulé dessus. Donc ma mère a eu le réflexe de me jeter, donc de me sauver la vie. En revanche, elle a tout pris. Ah. Voilà, donc bon, c'est pas son premier malheur, mais ça a été un des énormes malheurs qu'elle a pu vivre. Elle a eu la jambe fracassée, enfin, elle a des plaques et des vis dans la jambe. La moitié du visage, enfin, toute la moitié du corps fracassée. Elle est restée 2 ans en fauteuil roulant. Ah oui. Voilà, et du coup, à ce moment-là, mon père nous a abandonnés. Il est parti au travail, il n'est jamais revenu, quoi. À ce moment-là, alors qu'elle était en difficulté, qu'il y avait eu l'accident. Voilà, D'accord. et du coup... Ton père à toi. Ouais, ouais, c'est encore complexe, mais du coup, il est parti. Donc moi, j'ai été en foyer de bonne sœur pendant 2 ans, parce que pendant 2 ans, elle était en fauteuil roulant. Les médecins lui disaient qu'elle n'allait pas remarcher. Mais ça n'a pas été compliqué pour Ça toi l'a fracassée, elle. Et pour moi, de quitter sa maman, d'aller dans un foyer, d'être loin des siens qu'on aime? alors moi, je me rendais pas compte, parce que moi, je rentrais le week-end, j'étais avec ma mère, mais je voyais pas mon grand frère, lui, qui était en foyer pour les jeunes. Je me rendais pas compte. C'est vrai que je pense qu'elle faisait bonne figure le week-end quand elle venait nous chercher, et puis j'étais tellement contente de la voir. Ce que je voyais, c'était que mon père était plus là. Ça a été très difficile. Je ne savais pas pour qui, pourquoi, ni ma mère. Hein. Je veux dire, elle le cherchait en fauteuil roulant, elle allait au commissariat, elle pensait qu'il s'était noyé dans un bateau parce qu'il faisait du bateau. Enfin, qu'il s'était noyé dans un bateau, à la mer. Ah non, elle le cherchait partout, elle était folle, mais elle a été très, 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 très malheureuse. Ça a été très difficile pour elle. Je pense qu'elle l'a vécu encore moins bien que nous, quoi. Et ouais, non, ça a été très difficile de ne plus la voir. C'est vrai que... Mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, hein, mon père. Mais voilà. T'es toujours en contact avec ton père? Non. Non, et en fait, à l'âge de 12 ans, du coup, un peu plus tard, du coup, voilà,
Après, ma mère nous avait récupérés, etc. À l'âge de 12 ans, elle m'a avoué que mon père, donc, de qui je porte le nom, n'est pas mon vrai père biologique. D'accord. Et que mon père biologique est quelqu'un que je connais, qui a des enfants que je connais, qui est dans ma propre ville et qu'il est là. Voilà. Elle m'a expliqué un petit peu ce qui s'était passé, son histoire, etc. Donc après, la personne, mon père, hein, je dis mon père, celui qui m'a reconnu, c'est un petit peu compliqué là ce que je dis, mais j'ai toujours considéré moi comme mon papa. Comment dire, il m'a élevée comme sa fille, vraiment. Voilà. Mais bon, pour l'autre histoire, ça a été assez compliqué et du coup... C'est-à-dire que pendant 12 ans... C'est une histoire qui n'avait pas d'avenir. Pendant 12 ans, celui que tu croyais être ton père biologique, Ouais. et donc qui t'a abandonné au moment où tu as eu l'accident avec ta maman, Ouais. n'était pas ton papa. Voilà. C'est ça. Et ça a été un choc ou pas psychologiquement? On tombe des nues quand on apprend ça. Je sais que ma mère a eu... en fait, avec ma mère, on a une relation très, très fusionnelle. Et je sais, quand elle me l'a dit, c'était lourd pour elle. Je pense que ça a été très, très lourd pour elle et ça a été dur de me l'avouer. Et je pense qu'elle voulait stopper ce mensonge. Je pense qu'elle s'est dit à l'âge de 12 ans, t'es capable, elle me l'a dit, Maëva, il faut que je te parle. Mais elle le savait, ta maman? Oui, elle me dit, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose. Je dois t'avouer quelque chose. Je pense que tu es en âge de comprendre aujourd'hui. Voilà, et elle m'a avoué ce secret, elle m'a avoué comment elle a vécu les choses. Et je voulais tellement qu'elle soit bien, je voulais tellement pas qu'elle se sente coupable que j'ai acquiescé ça sans vraiment me rendre compte. Et c'est un petit peu, en fait, après, j'ai commencé à comprendre et à me dire, mais tout ce qu'on vit là, c'est-à-dire que mon père, à moi, est là. Il sait qui je suis, il sait que je suis sa fille. Il savait que tu étais sa fille. Bien sûr. Depuis toutes ces années. Bien sûr. Mais ses enfants ne le savaient pas. Non, non, non. Et il n'est pas là. Il sait ce qu'on vit avec ma mère et il n'est pas là. Et donc ça, tu as dû te poser des questions. Pourquoi? Se dire déjà que celui que j'aime, celui que je considère comme mon père n'est plus là. Et l'autre, il n'est pas là non plus. Ça a été dur. Mais du coup, lui, je l'ai vu. C'est un double abandon, quelque part. Ouais. Ça a été dur. C'est un double deuil. J'avais l'impression d'être forte, qu'il fallait toujours que je sois forte. Je gardais tout pour moi et je disais rien. Mais au final, après, ouais, j'ai commencé à me rendre compte de la situation. Et bon, déjà, on avait vécu des choses difficiles avec ma mère. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu une enfance où j'ai été très heureuse. Bien que j'ai jamais manqué de l'amour de ma mère. Et heureusement, et ça, je peux pas dire que j'étais tout pour ma mère. Hein. Ouais. Ça, je suis encore tout pour ma mère, elle-même, de manière inconditionnelle, je pense, comme toutes les mamans. Et on est très fusionnels. Mais c'est vrai que je me suis toujours montrée forte. Et comment on fait pour se construire quand on devient adolescente, qu'on commence à fréquenter des garçons, qu'on se fait des copains, des copines à l'école? C'est compliqué. C'est compliqué. J'ai toujours eu mes amis d'enfance que je garde. Ouais. Je suis très loyale et très fidèle en amitié. Et en fait, d'ailleurs, malgré toutes ces choses qu'on a vécues avec ma mère, j'ai toujours eu les amis d'enfance et les mamans qui étaient là. J'ai grandi en quartier. D'accord. Voilà, jusqu'à l'adolescence. Et il y a un réel esprit de famille, de solidarité, etc. C'est ce qu'on aime, c'est ce que j'aimais. Et voilà. Après, ça a été compliqué parce que après, ma mère, l'accident, l'abandon, le père de mon grand frère aussi, qui a pas été facile. Ma mère a vécu beaucoup de choses. Et elle a accumulé quelques dettes. Voilà, elle pouvait plus travailler aussi, donc on vivait avec ce qu'on pouvait et c'était très peu. Voilà, donc on mangeait pas toujours comme on pouvait. Enfin, tu mangeais pas à ta faim? C'est pas que je mangeais pas à ma faim, c'est que c'était difficile. Il y avait des associations, vous savez, les Restos du Cœur. Voilà, tout ça. Au quartier, c'était voilà, on s'entraidait, on se donnait à manger, on allait là pour faire les courses un petit peu. Enfin, on faisait comme on pouvait. C'était voilà. T'as connu la galère. La galère. Et ouais, elle avait accumulé quelques dettes parce qu'il fallait payer le loyer, il fallait s'occuper de 2 enfants et tout ça seule. Et aller au collège, en primaire, ça coûte cher. Voilà, c'est compliqué pour une maman d'avoir tous ces rôles-là, en fait. Ce que tu veux dire, c'est que tu n'as pas vécu toute ta vie dans le strass et les paillettes comme on te voit aujourd'hui? Absolument pas. Voilà, absolument pas. Et du coup, en fait, il y a eu voilà, des soucis de dette. Et c'est vrai qu'on nous a mis à la rue de notre quartier, enfin de notre appartement. La Nantes Habitat qui nous a mis à la rue quand j'avais 13 ans. C'était
très, très difficile. Et c'est très... Là, ouais, c'était difficile. Donc La DAS voulait me récupérer. Plus de toi sous la tête? Non. Alors, ma maman, elle s'est démerdée pour trouver quelque chose le plus rapidement possible. Hein. Du matin au soir, elle cherchait l'appartement, elle travaillait malgré qu'elle avait mal à la jambe. Elle faisait tout ce qu'elle pouvait pour nous sortir de là. Et en attendant, moi, j'allais chez des amis, je faisais comme je pouvais, j'essayais de garder la tête froide. Mais quand tu es jeune adolescente, vivre ça, oh là là, là, tu commences à... Ça fait mal en fait. C'est dur pour se construire. Ça fait mal. Et puis je n'osais pas le dire aux autres du quartier. C'est normal. Et tu disais, et je t'ai coupé, excuse-moi, la DAS voulait me récupérer à ce moment-là? Ouais, bah du coup, je voulais pas me laisser avec ma mère. Puis on était tellement... On s'est battus. Elle s'est battue pour me garder tout le temps. Tout le temps. Elle s'est battue pour nous garder, quoi. Et au final, elle a trouvé quelque chose, mais c'était... Au final, des fois, la France aide vraiment pas bien les familles. Genre, franchement, mettre une femme et 2 enfants à la rue, c'est dégueulasse. Quand on sait... Enfin bon, mais c'était passé dans le journal tout ça, mais c'est dégueulasse. Et on a trouvé quelque chose. D'ailleurs, là, à ce moment-là, elle rencontrait donc, le père de mon petit frère, qui est bien entré dans nos vies et que j'ai considéré comme vraiment mon beau papa. Et on s'est installé dans un petit quelque chose... comme on pouvait. C'était pas grand-chose parce qu'on n'avait pas les moyens financiers. On était viré de notre habitat, on ne pouvait pas prendre de privé, on n'avait pas les moyens. C'était pas facile et on a eu un espèce de truc vraiment... Insalubre? Ouais, c'était vraiment pas terrible pendant 3 ans. Et tout petit, on avait confiné dedans avec mon grand frère, mon beau-père, ma mère... ouais, c'est la galère, ça a été difficile à vivre, vraiment. Tu peux pas dire aux copines de venir dormir à la maison, j'avais un peu honte, l'endroit était mal fréquenté. J'ai d'ailleurs vécu une agression à ce moment-là, dans cet endroit-là, qui m'a un peu traumatisée. Une agression sexuelle? Tu avais quel âge? 14 ans. 14 ans? Ouais, à l'entrée le premier jour du collège, ouais. Ah, ça a été très difficile, ça aussi. Et j'ai eu l'impression que c'était pas difficile sur le coup. Je me suis dit, c'est pas grave. Ça a été rien de plus que ça au final. Mais une agression sexuelle, enfin, je veux pas rentrer dans les détails pour pas te rappeler des mauvais souvenirs, mais qui allait loin? Dans la rue. Dans la rue, oui. J'ai été terrorisée. Il a eu le temps de me déshabiller pour voir ma poitrine et toucher ma poitrine. Mais en fait, il allait tellement vite et j'ai hurlé. Il est parti en courant. Et il est parti agresser une autre jeune fille qui sortait de mon collège. Et en fait, on s'est rencontrés au commissariat juste après. D'accord. Je suis arrivée, elle pleurait, elle racontait ce qui s'était passé. Sur le coup, je me suis dit, c'est pas grave, Maëva, c'est rien de plus que ça. Mais moi, j'étais pudique, jamais personne ne m'avait vue, même pas ma maman. Je lui disais, tu rentres pas dans la salle de bain. Et c'est vrai que quand un homme t'agresse pour ça, au final, il y a énormément de choses que j'ai accumulées en me disant toujours, c'est pas grave, il y a pire. C'est pas grave. Et ouais, mais au bout d'un moment... Au final, ça traumatise et je faisais toujours des cauchemars. Et c'est vrai que ça m'a traumatisé bien plus que ce que je pensais. Au bout d'un moment, on craque. Au bout d'un moment, enfin, tu as tout ce poids-là sur tes épaules, l'abandon quelque part de 2 papas, 2 deuils à faire, une agression sexuelle. Comment tu fais pour faire confiance aux hommes? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où tu pètes un plomb? Un moment où c'est trop, où la coupe est pleine? Si, totalement. Mais totalement. Et bah après ça, il y a eu un espèce de dénouement, je veux dire, après ça. Moi, j'étais totalement vidée. Hein. J'étais... ouais, après commencer l'adolescence, à partir de 15 ans, enfin, jusqu'à l'âge de 15 ans, enfin, à un moment donné, j'étais totalement vidée. Je ressentais plus rien, j'aimais plus personne. J'étais bien entourée, j'avais mes copines et tout, mais... je me sentais toujours à part. J'étais jamais, je sais pas, j'étais toujours à part. Et puis il y a eu mon petit frère. Ma mère est tombée enceinte. Je sais pas comment, parce que déjà moi j'étais un miracle, mais elle est tombée enceinte. Une 3e fois, donc de mon beau-père. Et d'ailleurs lui, il est vraiment très bien arrivé dans nos vies. Ça m'a fait du bien de l'avoir, ça m'a fait du bien de... Il s'occupait de moi comme sa fille, il me faisait mes devoirs, il me donnait... toujours, vas-y, prends de l'argent de poche, je vais t'acheter des trucs. Il était bienveillant. Il était bienveillant et donc il y a eu mon petit frère. Et quand mon petit frère est né, ma foi, j'avais envie d'arrêter de vivre. Moi, j'étais pas bien dans ma vie. J'étais pas bien dans ma peau. Tu pensais au suicide? Ouais, j'y ai pensé, ouais. À quel âge? 15 ans. À 15 ans, tu pensais à mettre fin à tes jours? Ouais, moi C'est jeune, hein?
Ouais, mais je pense que quand t'es adolescente, bah, tout est décuplé et on a l'impression qu'on va jamais sortir de tout ça et c'est toujours la galère et tu te dis pourquoi je suis pas comme les copines et pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça et pourquoi ma mère, elle a vécu ça et c'est vrai que c'est difficile en fait et vraiment je te passe des détails mais c'est difficile et finalement il y a eu mon petit frère et ça a été tellement incroyable. En fait j'ai été tellement d'un seul coup pleine d'amour et Ouais. vraiment je me disais waouh mais la vie, c'est bien plus que ce qu'on pense, en fait. Mais la vie, elle est incroyable. Et je me dis, mais rien que pour ça, en fait, non, faut continuer, faut se battre, c'est positif. Et j'ai commencé à voir les choses autrement, bien que ça a été difficile. Et puis après, on a déménagé, on a eu un appartement bien grand, bien... On a revécu une vraie vie de famille. Et après, il y a eu des moments difficiles. Disons que ça a été très compliqué. Après, il y a eu le lycée. Le lycée est devenu très compliqué. J'étais pas du tout aimée au lycée. J'étais hyper introvertie. Les gens de ma classe n'étaient pas sympas avec moi. Je sais pas, ils étaient un petit peu en mode campagnard et genre ils se foutaient un peu de ma gueule. Je sais pas pourquoi. Et, et je pouvais pas m'acheter ce que eux s'achetaient. Et je loupais l'école parce que Parce que tu te sentais pas à l'aise. ouais, et puis j'avais des problèmes perso. Fallait que enfin, j'avais des problèmes personnels. Et, et j'ai commencé à faire des crises d'angoisse très sévères, très très sévères, parce que j'étais toujours, je gardais toujours tout pour moi. C'est ce que je te disais, ça doit être Voilà, très dur. voilà. Et à un moment donné, et puis avec ma mère, ça devenait très conflictuel, parce que je grandissais, j'ai eu aussi mon premier amour que j'ai rencontré à 15 ans. Et donc forcément, après les premiers problèmes avec le garçon, le premier amour, oh là là, j'étais folle, folle, folle. Et c'est vrai que du coup, je voyais en lui... quand on a une enfance comme la mienne, on compte beaucoup sur la personne qu'on aime. Eh oui. Et du coup, il m'aidait à tout. Il m'aidait à faire mes devoirs. Il m'aidait à... je comptais sur lui. Je me reposais un peu sur lui. Je l'aimais énormément. C'était tout pour moi. Et c'est vrai que du coup, les problèmes, les premiers conflits et tout, ça me faisait très très mal. Et tout ça faisait que j'ai commencé à péter un câble, à devenir impulsive. Donc vers 15 ans, 16 ans. 16 ans, ouais, Ouais. plus vers 16-17, ouais, j'ai commencé à devenir un peu... en fait, pour le moindre truc, ouais, j'étais devenue très, très impulsive. Je faisais des crises d'angoisse, des crises de nerfs. Et à un moment donné, il est arrivé un moment où j'ai fait une crise telle que je contrôlais plus mon corps. Ma mère a dû appeler les pompiers pour qu'ils... Je pouvais plus respirer, je pouvais plus... Tétanie, tachycardie. Et à ce moment-là, les pompiers sont venus me chercher. Ma mère a eu une peur bleue. Mais même moi, je sais plus, enfin, c'était trop, je pense que j'avais trop accumulé. Ils m'ont emmené voir une psy, parce qu'une crise d'angoisse, forcément, ça vient quelque chose de très profond, hein, c'est psychologique. Et j'ai pu parler, et c'est vrai que j'ai parlé pour la première fois à quelqu'un que je ne connaissais pas, qui m'a posé des questions, et je me suis livrée, et effectivement, elle m'a dit, écoute, je pense qu'on va discuter avec ta maman, et je pense qu'il est mieux pour toi que tu fasses une pause, qu'on te mette dans un endroit où tu es... comment dire, déconnecté du monde. Voilà. Donc, un hôpital psychiatrique, comme on dit, où il y a des jeunes. C'est vrai que le mot est pas beau, hein. Non, le mot est pas beau. La connotation n'est pas belle, en C'est fait. pas beau du tout. Et tu te dis, mais je suis folle. Non. En fait, tu as juste besoin de déconnecter, tu as besoin de parler à quelqu'un de tout. En fait, tu étais juste une enfant, Maëva. Tu es une enfant. Mais Ce que tu vis, tu as le droit d'en parler. Tu as le droit d'avoir Ouais. mal, tu as le droit de dire merde. Et à un moment donné, si tu le dis pas, tu exploses. Mais quand on t'a dit ces mots, qu'on t'a parlé d'hôpital, tu vois, mais moi, tu m'émeus, hein. Ouais. Quand on t'a parlé d'hôpital psychiatrique, tu dois en effet te dire, mais qui est-ce que je suis réellement? Ouais. Est-ce que je suis folle? Ouais. Parce que c'est vrai que cette connotation, C'est bizarre. surtout Hein. quand on est jeune, tu vois, on entend des choses à la télé. La honte. Et je me suis dit, encore un truc que je vais avoir honte. Parce que quand on est jeune, on a honte de tout. Adolescent, on a honte de tout. Et moi, je voulais pas. Mais non, j'ai pas besoin, mais non. Et ma mère, elle m'a dit, écoute, Maëva, c'est vrai que l'histoire de ton père, l'agression, notre histoire, ce qu'on a vécu, c'est trop. Je pense que tu as trop de choses sur les épaules et t'es une enfant, t'as pas à vivre tout ça. Et je pense qu'il faut que tu... Elle me dit, si, je vais te donner l'autorisation pour que tu y ailles. Tu avais besoin d'être aidée. Et il n'y a pas de honte à être aidée à un moment donné de sa vie. J'avais une espèce de carapace en me disant toujours, il faut être forte, il faut ne pas en parler, ça sert à rien. Il y a pire que soi. Mais on est que des enfants, finalement. Enfin, on était que des enfants. Et du coup, j'ai été.
honnêtement, j'ai pas eu sur le coup l'impression que ça m'a fait du bien. Je me Ouais. retrouvais avec des personnes que je trouvais bizarres moi-même, alors Ouais. que non, c'est Pendant combien de temps t'es 3 resté? semaines. 3 semaines. 3 semaines, voilà, sur un téléphone. Et par contre, j'avais ma prof principale du lycée qui venait m'apporter mes devoirs. Elle m'adorait. Mais elle ressemblait à quoi cette vie en hôpital? Quel était ton quotidien? Mon quotidien, on nous donne des cachetons j'ai pas aimé, j'ai pas un bon souvenir. Pour éviter de penser, pour éviter Ouais, de... c'est ça rend stone. Je continuais quand même. Et à un moment donné, j'avais des permes où j'avais le droit d'avoir mon téléphone, le droit d'avoir une visite, le droit d'avoir ma mère. Et j'avais des séances avec des psys. Fallait que je parle. J'avais l'impression que plus je parlais, plus on me voyait telle que je suis. J'ai l'impression qu'on m'enlevait cette carapace et je me suis sentie faible et vulnérable. Et après, c'était fini et je devais avoir un suivi que je n'ai pas voulu avoir de suivi. Je me suis dit non, j'étais pas bien. Dans la rue, j'avais l'impression qu'on me... Je suis devenue très introvertie d'un seul coup. J'ai l'impression qu'on me voyait telle que je suis. J'avais honte de moi. J'avais l'impression d'être faible, vraiment très faible et vulnérable. J'aimais pas du tout ça. Et au final, avec le temps, voilà, le temps fait les choses. En grandissant. On grandit et... Je peux te dire quelque chose? Vraiment? Je m'en veux terriblement pour quelque chose. Je m'en veux terriblement d'avoir quelque part sorti une interview que j'ai faite avec Marvin dans laquelle il parlait de toi. Tu te souviens? Enfin, tu l'as vu? Oui, j'ai vu celui avec toi. Voilà. Oui, j'ai pas regardé l'autre, mais... Il parlait de justement cet internement en hôpital. Il parlait de la violence, de tes tromperies. Enfin bref, tu l'as vu, tu sais de quoi Ouais. je parle. Et maintenant que je sais tout ça de toi, mon but, j'espère que tu l'avais compris, mon but n'était pas du tout de t'en vouloir parce que quelque part c'était très dur pour moi, la limite entre le travail et Je peux comprendre, le ouais, côté humain. Et encore, voilà, mais je me sens ému par tout ce que tu me racontes et j'ai peur d'avoir contribué à te faire souffrir ou à te rendre malheureuse au travers de cette interview parce que je me dis que tu es un être humain et d'entendre tout ça sur soi publiquement, ça doit être difficile. C'était difficile, surtout que ça a été déformé. J'ai eu l'impression qu'il m'a fait passer pour folle, qu'il parlait de l'hôpital là récemment, alors que j'étais qu'une gamine de 17 ans qui a eu besoin d'aide en fait. Et qu'il est... Ouais, ouais, il y a eu beaucoup de choses de dites. Ma famille a pris cher, alors que ma famille a toujours été là pour moi et que ce soit ma mère ou... Enfin, ça a été très difficile pour moi et ma famille. Et pareil, de te parler de tromperie, alors que je pense être la personne la plus fidèle et carrée au monde. S'il y a bien une chose que je ne peux pas, c'est être infidèle. Je suis très loyale en amitié, en amour. Mais oui, ça a été dur. Mais c'est quoi, ça m'a forgé, ça m'a vaccinée. Au moins, j'ai tout vécu pendant un an. La notoriété, l'amour un petit peu passionnel, enfin, ces trucs-là, ces interviews, ouais, je les ai subis, hein, ces interviews. Hein. Parce que ses propos étaient quand même, il parlait de drogue, il parlait d'alcool, il parlait de pétage de câbles, de violence, en disant que tu étais toi-même violente. Ouais. Comment tu l'as vécu? Je pense qu'il a parlé... non, je vais pas trop en dire, parce que moi, je n'aime pas... j'aime pas... on a vécu une histoire ensemble, je respecte cette personne et je veux la respecter malgré tout. Et c'est pas un mauvais gars, Marvin. C'est pas un mauvais gars, c'est quelqu'un qui est amoureux. C'est quelqu'un de sensible aussi, je pense. D'hypersensible, qui se cache derrière quelque chose. Il y a peut-être une carapace derrière tout ça. Il y a une carapace et je pense qu'il était voué d'une haine parce que ça n'allait pas comme il voulait et qu'il a dit des choses qu'il ne pensait pas. Il m'a fait ses excuses, hein, mais ouais, ça a été dur. Moi, je suis quelqu'un, tu sais, qui a vécu des choses pas faciles, mais je vais toujours tirer le positif. En fait, ce que j'ai vécu, j'ai eu la niaque et j'ai envie de me battre. Et je me dis que dans tout ce que j'ai vécu, finalement, moi, j'ai jamais manqué d'amour et j'ai envie d'être une bonne personne et j'aime m'entourer de bonnes personnes et je vois toujours le positif et je me dis, aujourd'hui, j'ai eu de la chance dans ma vie. Parce que tu sais que dans mon malheur, j'ai toujours rencontré des personnes merveilleuses qui m'ont tendu la main. Dans mon malheur, moi, j'ai eu une maman que je me dis, elle s'est toujours battue, même si ça n'a pas été facile pour elle. Elle a fait de son mieux. Elle a fait de son mieux, Ouais. Elle s'est battue pour nous, elle nous aime. Et aujourd'hui, à 25 ans, je me dis que j'ai eu de la chance. Et je ne regrette pas tout ce que j'ai vécu parce que ça m'a forgée. Il y a des gens qui, pour cause de leur malheur, vont être méchants avec les autres. Et ça, c'est la faiblesse.
Et il y a des gens, pour cause de leur malheur, vont se servir, vont se justement. servir de ça pour être fort, pour être bon et pour aider les autres. Et moi, je suis ce genre de personne. Et ben, Mais je comprends qu'on tombe dans la faiblesse et qu'on soit méchant. Je comprends. Et c'est pour ça que je suis toujours touchée par ce genre de personnes et que j'ai toujours envie de les aider, de leur dire, mais non, vois le bon côté de la vie. Parce que, en fait, tu peux pas, si tu vois que le mauvais, comment tu peux vivre, en fait? J'ai envie d'être heureuse, moi. Je suis heureuse. Et j'ai envie d'être heureuse. Et ben, c'est un beau message de positivité, hein, que tu nous as fait passer aujourd'hui, vraiment. Parce qu'au final, même si tu nous as raconté des choses très difficiles, parce que c'est pas forcément très propre, tout ce que tu as vécu. Non, non, non. Mais au final, ton sourire, ta combativité, bah, c'est une preuve que même en traversant des épreuves très difficiles dans la vie, et ben avec la niaque, on s'en sort. Avec la niaque et l'amour de sa famille et de ses proches. Parce que ça, je te jure que c'est le principal. Ma famille, mes amis m'aiment tellement. Et ça, je suis sûre que ça vaut tout l'or du monde et que je ne peux pas être malheureuse. Ben merci beaucoup Maëva, merci pour toutes tes confidences. Je me doute que ça n'a pas été forcément évident. Moi j'ai appris, je crois que je t'ai découverte. Voilà, dans cette interview. C'est pas facile parce que tu sais, il y a toujours une partie, là je t'en parle à toi, on est dans l'intimité et je ne sais jamais les répercussions que ça va avoir. Et c'est pas facile de parler de sa vie. Même si je me dis, tout ce que j'ai vécu c'est une force, des fois on peut avoir honte. Et après des fois je me dis, mais non. Il faut pas, c'est une preuve de courage. C'est ma vie, c'est moi, c'est comment dire. C'est ton essence. Voilà. Donc et non, je n'ai pas à en avoir honte. C'est très courageux, tu n'as pas du tout à en avoir honte. Et dites-le nous sur les réseaux sociaux, je vais vous les communiquer, ceux de Maëva. Ton Twitter, Maëva, c'est Maëva, Maëva MZ off. Ouais, c'est ça. Ton Instagram, maeva.martinez off. C'est ça. Voilà. Et ton Snapchat, maeva.martinez. Voilà, parfait. De toute façon, ils sont tous à l'écran. Donc, vous faites les petits screenshots, vous les partagez sur les réseaux sociaux. Comme ça, on a tous les réseaux de Maëva. Vous avez aussi la barre de commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette interview. La petite cloche pour activer les notifications. Ça vous permet de recevoir mes dernières vidéos sans même aller les chercher sur Google. Maëva, merci encore infiniment. Merci à toi, avec plaisir. Et on se retrouve très vite, en période de Noël, avec une nouvelle personnalité et toujours des confidences en toute intimité. On vous embrasse très très fort. Bisous.